Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. La CEDEAO exige le retour du pouvoir à un civil. Les chefs d'État et de gouvernement suspendent le Burkina Faso de l'organisation. Dès demain, une mission est attendue à Ouagadougou. Le président de la République, Alassane Ouattara, et ses pairs ouest-africains ont pris toutes ces mesures ce vendredi lors d'un sommet extraordinaire par visioconférence. Renforcer la scolarisation en milieu rural pour éliminer le travail des enfants dans la cacaoculture. Voilà l'objectif que s'est fixé le Comité national de surveillance des actions de lutte. L'entreprise Cargill apporte son soutien au CNS. Cette année, ce chocolatier a ouvert 8 écoles dans plusieurs localités comme Ayakasseme où s'est tenue la remise des clés. Un dossier à suivre dans ce journal. Vidici de ce soir nous conduit en France sur les traces de Blanchard Diaby. Le chauffeur qui était parti en mission en France en 2004 est devenu aujourd'hui chef d'entreprise. Il emploie plusieurs personnes dans sa société à Paris, de chauffeur de taxi à chef d'entreprise. Vous allez le voir, l'histoire de Blanchard donne de l'espoir. Et puis Macron et Poutine s'entendent sur la nécessité d'une désescalade. Les deux présidents se sont entretenus ce vendredi par téléphone sur la montée des tensions aux frontières de l'Ukraine. C'est un nom qui s'est dégagé au terme de la rencontre. La CEDEAO n'est pas d'accord avec le coup d'État au Burkina Faso. Le président de la République, Alassane Ouattara, et ses pairs de l'organisation refusent toute prise du pouvoir par les armes. Il s'est tenu un sommet extraordinaire dont voici le point avec Jérôme Kofi Abolin. La CEDEAO a l'épreuve des coups d'État dans la sous-région. Face à la situation qui prévaut en ce moment au Burkina Faso après le renversement du président Macron Christian Kaboré par un coup de force militaire, les dirigeants des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se réunir ce vendredi. La rencontre organisée par visioconférence à l'appel du président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a pour but de faire l'évaluation de cette situation afin de prendre des mesures appropriées. Le chef de l'État ghanéen, qui, à l'instar du président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, a parlé de mesures rigoureuses avec pour objectif de proscrire tout changement anticonstitutionnel aux grandes dames des élections. Pour Nana Akufo-Addo, il faut arriver à la tolérance zéro pour toute accession au pouvoir par des armes. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, fait partie des dirigeants des pays de la CEDEAO qui ont pris part à cette conférence. Le chef de l'État ivoirien et ses pairs, bien déterminés à tout mettre en œuvre pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. Pour mémoire, la situation à Ouagadougou vient s'ajouter à celle déjà existante en Guinée et au Mali. Et ajoutons que la CEDEAO a suspendu le Burkina Faso de l'organisation à l'issue d'un sommet virtuel de l'organisation tenu ce vendredi. Les chefs d'État se retrouvent le 3 février à Accra pour évaluer à nouveau la situation dans ce pays. La CEDEAO n'a toutefois pas décidé d'autres sanctions pour l'instant. Le président de la commission, Jean-Claude Brou, a annoncé une mission demain samedi au Burkina Faso constituée des chefs d'état-major des armées des pays membres de la CEDEAO pour évaluer la situation sécuritaire sur la base des rapports. Une autre mission suivra cette fois au niveau politique avant la tenue d'un sommet pour prendre des décisions appropriées. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a reçu ce vendredi une délégation française des membres du Centre de pathogènes à risque élevé. Les discussions ont porté sur l'installation de laboratoires de sécurité à haut niveau. Alexis Oudraogo. La Côte d'Ivoire veut mettre en place des laboratoires de sécurité de haut niveau. Une démarche pour faire face au diagnostic des virus délicats des fièvres hémorragiques et autres pathogènes émergents. Une délégation française du Centre d'études des pathogènes à risque infectieux élevé a été reçue par le Premier ministre ce vendredi à la primature. On a été mandaté par le gouvernement français pour venir échanger avec les équipes scientifiques et techniques, les laboratoires de l'Institut Pasteur sur les avancées des travaux et des projets qui ont été lancés sur la construction des infrastructures et des collaborations scientifiques qui ont été lancées déjà il y a un certain nombre d'années pour essayer de faire avancer ce projet et d'obtenir un certain nombre d'éléments sur les aspects des financements et de la pérennité des infrastructures qui étaient à mettre en œuvre,
sur les possibilités aussi de travailler en recherche clinique et d'élaborer des travaux en collaboration avec les pays d'Afrique de l'Ouest aussi, mais aussi d'autres pays et au niveau international. Et en dernier lieu, de voir aussi quels étaient les problèmes de réglementation et d'habilitation qui étaient nécessaires pour ce type d'installation. Les discussions ont aussi porté sur le renforcement de la biosécurité, la formation et la recherche sur le virus Ebola, ainsi que certains virus à risque sévère, l'adéquation entre les installations et les besoins de santé dans le pays et la sous-région ont été également au cœur des échanges. Et en santé, le défi, c'est d'arriver à bout de la Covid-19. Pour ce faire, les autorités sanitaires insistent sur la vaccination et le respect des mesures. On fait le point de ce vendredi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 79 nouveaux cas de Covid-19 et 158 guéris et 0 décès. À la date du 28 janvier 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 80 566 cas confirmés, dont 77 453 personnes guéries, 782 décès et 2331 cas actifs. Au total, 7 978 934 doses de vaccins administrées contre la Covid-19. Et puis 212 personnes formées à l'Université des droits de l'homme d'Abidjan. Ces auditeurs sont issus de la première promotion de la session des droits des femmes. Ils ont reçu leur parchemin en présence de Jenaka Awele, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Un reportage de Angela Diallo et Sidonie Davila. Ils sont au nombre de 212, les auditeurs de la 8e promotion du droit international des droits de l'homme et ceux de la première promotion de la session de formation des droits des femmes de l'Université des droits de l'homme d'Abidjan. Ils ont reçu leur certificat de fin de formation. Parmi eux, 140 ont suivi les cours sur les droits de l'homme et 72 autres ont été formés sur les droits des femmes. Ce certificat représente pour nous une feuille de route qui nous indique la légitimité de notre mission de promotion et de défense des droits de la femme partout où besoin se fera sentir. Aujourd'hui, après cette formation, nous pouvons mieux comprendre certaines réalités. Nous pouvons dire humblement que nous sommes aujourd'hui des défenseurs des droits de l'homme. Depuis l'ouverture de l'Université des droits de l'homme, c'est au total 1207 auditeurs qui ont été formés. Les droits de l'homme sont des éléments qui rythment notre quotidien. Et nous sommes fiers que de plus en plus, les gens s'intéressent à la thématique et ça ne fait qu'accroître le nombre de défenseurs des droits de l'homme dans notre pays. Ces auditeurs ont reçu des conseils afin d'œuvrer pour le respect et la promotion des droits de l'homme. Vous êtes donc des exemples à suivre et je reste persuadé que vous saurez donner de la valeur factuelle à vos acquis. Vous saurez vulgariser vos connaissances et amener d'autres à s'intéresser aux questions des droits de l'homme qui demeurent au cœur de nos vies. Compte tenu de votre expertise en matière des droits de l'homme, je reste persuadé que vous serez disposé à nous apporter votre appui dans l'examen des questions y afférentes. Ouverte depuis le 1er février 2018, l'Université des droits de l'homme a pour mission de vulgariser les droits de l'homme en renforçant les capacités des acteurs qui s'y intéressent. On va rester au niveau de la formation, renforcer la scolarisation en milieu rural pour venir à bout du travail des enfants dans la cacaoculture. C'est ce que vise le Comité national de surveillance des actions de lutte. Le CNS peut compter avec le soutien du secteur privé comme l'entreprise Cargill. Cette année, le chocolatier a ouvert 8 écoles dans plusieurs localités. Avec Mahama Traoré, voyons la remise symbolique tenue à Yakasseme. À moins de 50 km d'Abidjan, la sous-préfecture de Yakasseme, dans le département d'Adzopé, abrite désormais un symbole. Cette école primaire de 6 classes, l'établissement matérialise le soutien de l'industrie cacaoyère aux actions menées par la première dame de Côte d'Ivoire pour lutter contre le travail des enfants en milieu rural. C'est une réalisation de l'entreprise Cargill en partenariat avec la coopérative agricole Socan. Chez Cargill, nous avons des valeurs qui sont très humaines. Nos valeurs sont mettre les personnes avant tout, aller plus loin et surtout faire ce qui est bien. Et nous essayons de mettre en pratique ces valeurs tous les jours. L'accès à l'éducation,
la qualité de l'enseignement, mais aussi l'autonomisation des femmes, l'égalité des chances pour tous, la pauvreté en milieu rural, sont des thèmes qui sont au centre de nos préoccupations. Dans cette nouvelle école, les cours ont déjà démarré depuis le début de l'année scolaire. C'est un soulagement pour ce village de 24 000 âmes, mais aussi pour le système éducatif. En 2020-2021, plus de 30 000 enfants n'ont pu accéder au CP1 faute de place. Notre offre d'infrastructures scolaires peine à contenir la demande d'éducation. L'on comprend dès lors toute la pertinence et toute l'importance de la cérémonie de ce jour qui célèbre la contribution d'un partenaire, que dis-je, de partenaire du système éducatif à l'accroissement de l'offre éducative. Quand on voit qu'une structure ou bien des structures privées viennent offrir des écoles, je crois que ce n'est qu'un soulagement parce que ça vient en complément de ce que fait le conseil régional, ça vient en complément de ce que fait le gouvernement et nous ne pouvons que les remercier. On dit qu'il y a une effectif pléthorique dans les salles et l'autre inconvénient de l'insuffisance de capacité, c'est que nous sommes obligés d'inscrire nos enfants à l'âge de 7 ans, voire 8 ans. Nous sommes très heureux de recevoir cela. Outre Yakasémé, Cargill a aussi construit des écoles dans les villages de Loafla, Ouarebota, Bolugué, Léoncro, Kambeleso, Lolinto et Bronguessan, soit un total de 8 établissements mis à la disposition des communautés rurales. La première dame, Mme Dominique Ouattara, présidente du CNS, elle reste convaincue que l'école est le moyen le plus efficace de soustraire les enfants au risque du travail des enfants et de leur offrir un avenir plus prometteur. C'est pourquoi elle n'a de cesse de dire que la place des enfants est à l'école et non dans les champs et les plantations de cacao. En conséquence, elle salue et félicite tous les partenaires nationaux et internationaux qui contribuent à l'atteinte de cet objectif aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire. Le temps d'une remise de clés, les habitants de Yakasémé ont été sensibilisés sur les dangers liés au travail des enfants. Les femmes du village ont aussi été équipées en matériel agricole et en broyeuse afin de favoriser leur autonomisation. Et on s'arrête sur ce communiqué du ministère de la Justice. Depuis le lundi 27 janvier 2022, des greffiers observent un arrêt de travail, un arrêt concerté de travail en vertu du préavis de grève déposé par l'Union nationale des greffiers de Côte d'Ivoire. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, voudrait toutefois rassurer les populations et les usagers du service public de la justice que cette action n'a pas entraîné la fermeture des juridictions comme certaines personnes voudraient le faire croire. En effet, les dispositions légales, notamment la loi numéro 2018-974 du 27 décembre 2018, portant statut des commissaires de justice, permettent d'assurer la continuité du service public de la justice et le fonctionnement normal des juridictions. Les juridictions restent en conséquence ouvertes sur l'ensemble du territoire, tiennent régulièrement les audiences prévues et continuent de délivrer les actes relevant de leurs attributions. Les populations du district des Savanes et du Hambol s'engagent à promouvoir la réconciliation. À Bobo, une rencontre a permis d'entendre la nécessité de renforcer la cohésion sociale dans leur localité. C'est au son des danses de la culture Sénoufo que le temps de cette mission a été donné. On le voit avec Patricia Omouetia. Des danses traditionnelles sénoufo exécutées ici pour célébrer la réconciliation et la cohésion sociale dans le district des Savanes et du Hambol. Les peuples du Tchologo, du Pouro et de la Bagoué, réputés pour ses rites et ses danses, se sont fait remarquer dans cette pratique culturelle afin de transmettre un message, celui de la joie et de la paix. Nous avons demandé les bénédictions des grands, des aïeux sur nous tous afin que le groupe puisse marcher et pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette célébration autour de la paix et de la cohésion sociale a été aussi marquée par des témoignages sur les actions de développement menées par le président de la République. Kandia Camara a également rendu hommage au président de la République pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire en général et pour la commune d'Abobo en particulier, ainsi qu'au conseil municipal de sa commune. Dieu renforce la cohésion entre nous
les Abobolais, entre tous les Ivoiriens surtout. Que Dieu fasse en sorte que la paix continue de régner dans notre beau pays. Occasion pour le maire d'exhorter les populations d'Abobo, surtout les commerçants de la casse d'Abobo, à rejoindre le nouveau site Andoutré afin que les actions de développement entamées dans la commune d'Abobo se fassent dans la paix. Vous voyez, là-bas, c'est l'entrée d'Abobo. Et dans cette partie-là d'Abobo, il est prévu la construction du plus grand CHU, le plus moderne de Côte d'Ivoire. Il est prévu la construction d'un lycée d'excellence, de la 6e à la terminale. Est-ce qu'on peut construire tout ça là-bas et puis maintenir la casse? C'est sur les rites et les sonorités sénéfaux que la cérémonie de célébration de la paix et de la cohésion sociale a pris fin. Allons à Guibérois, une maison des chefs traditionnels pour contribuer à la cohésion sociale. Cette première bâtisse dans la région du Go, inaugurée ce vendredi par les ministres Miss Belmondo et Alain Richard Donwayi. L'initiative vise à doter les autorités coutumières des localités d'infrastructures pouvant leur permettre d'améliorer la gestion des conflits pour soutenir le développement local. Jean-Marc Diadji. Un palais pour les chefs coutumiers et traditionnels de Guibérois dans la région du Go. Un rêve devenu réalité grâce à la ministre Belmondo Dogo. Financée par le Fonds national de solidarité, cette nouvelle résidence de près d'une dizaine de pièces servira de centre de réflexion pour les 35 chefs coutumiers des sous-préfectures de Guibérois, d'Inyango et de Galébré. Ce siège vient un point nommé pour la planification des actions de développement dans ces zones. Auparavant, nous faisions nos réunions, nous réglions nos conflits sous la patame du village. Maintenant que nous avons notre siège, nous allons faire en sorte que les conflits soient réglés dans cette maison. Et toutes les autres communautés ont droit à venir dans cette maison pour régler les litiges. Une initiative approuvée et soutenue par le ministre Alain Richard Donwayi et les autorités administratives de la région du Go. Il fut une période où les chefs n'avaient pas d'espace aménagé pour tenir leurs réunions, pour recevoir leurs administrés ou des visiteurs de marque. Certains chefs étaient même obligés de négocier auprès d'un parent du village pour lui emprunter sa maison pour accueillir les étrangers ou les délégations. Dans ces conditions, le propriétaire de la maison devient le vrai chef. Et en cas de litige, le chef ne peut jamais donner tort à son tuteur. Du coup, le chef est fragilisé et il n'a plus trop de pouvoir. Aujourd'hui, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a offert un bijou qui fait la fierté de nos chefs du Grand Guibérois. La ministre Belmondo Dogo s'engage à travers cette action à promouvoir la vision du chef de l'État, celle de voir un pays en paix et en route pour le développement. Cet édifice se veut un instrument au service de la promotion du chef traditionnel et de son rôle dans la société. En effet, la Constitution de 2016, qui institutionnalise la chefferie traditionnelle, a consacré votre reconnaissance et votre réhabilitation. Elle vous reconnaît de facto un rôle dans la gestion du pays. C'est dans une ambiance conviviale que les populations des sous-préfectures de Guibérois, de Dinyango et de Galébré ont montré leur attachement à une Côte d'Ivoire solidaire. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, a visité les locaux en voie d'achèvement du centre d'enseignement à distance de Côte d'Ivoire. C'est un outil stratégique qui forme les agents de l'État et le personnel du privé à tous les niveaux hiérarchiques. La structure devrait être fonctionnelle les jours à venir, nous apprend Eugène Atoubé. C'est l'une des structures sous tutelle qui fait la fierté du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et sans doute aussi l'orgueil de la Côte d'Ivoire en matière de formation et de renforcement de capacités des fonctionnaires et agents de l'État dans notre pays. Anne Ouloto, premier responsable de ce département ministériel, découvre pour la première fois au quartier Abata dans la commune de Cocody les futurs locaux du Centre d'enseignement à distance de Côte d'Ivoire, CED. La structure poursuit ses activités en cohérence avec sa mission et ses objectifs. Outre le secteur public, le privé et la société civile peuvent également bénéficier de l'offre éducative du CED Côte d'Ivoire. Chaque année, nous formons autour de 200 à 250 personnes. Nous avons 4 grandes salles
2 salles de visioconférence et une salle multimédia. Et les formations sont des formations de pointe. Ça varie dans plusieurs domaines, aussi bien au niveau des ponts et chaussées, au niveau du leadership, au niveau du renforcement de capacité de l'autonomisation des femmes. C'est en mars 2000 que l'État de Côte d'Ivoire met en place le Centre d'éducation à distance, avec l'appui financier et pédagogique de la Banque mondiale. Ce centre, pour nous, est important dans notre processus de formation et de renforcement des capacités des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Vous pouvez être à votre poste de travail partout en Côte d'Ivoire et grâce à ce centre, vous aurez accès à des formations de pointe partout dans le monde. Le défi que doit relever le CED, comme l'a rappelé la ministre de tutelle, reste à délocaliser ses services sur son nouveau site. Pour l'heure, la structure bénéficie d'un local au sein de l'ENA, École nationale d'administration. L'Assemblée générale élective de la MUJFC tenue mardi dernier, c'était à la Bourse du Travail à Treichville. Les mutualistes ont renouvelé leur conseil d'administration et le comité de contrôle pour le mandat 2021-2025. C'est la liste Solidarité Santé qui va gérer la mutuelle pour les 4 prochaines années. Jean-Marc Diadji. Notre victoire signifie la réconciliation des mutualistes avec Paul Nyogbo est le nouveau président du conseil d'administration de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUJFC. Leader de la liste Solidarité Santé, il est sorti vainqueur avec plus de 80% des voix. Les produits optionnels qui portent à mal le portefeuille du fonctionnaire seront supprimés parce que la mutuelle n'est pas une assurance. Le comité électoral national de la MUJFC, dirigé par Colette Koné, s'est félicité du bon déroulement du vote réalisé par les 300 délégués élus, représentant les membres participants des régions et districts du pays. Promouvoir la couverture maladie universelle, CEMU, pour les 200 000 agents de l'État, reste le vœu du ministre Adama Kamara pour les mutualistes. L'un des combats que nous devons mener, c'est celui de la vulgarisation de la couverture maladie universelle. Oui, la couverture maladie universelle est une bonne chose. Et vous, les fonctionnaires et agents de l'État, vous devriez être fiers de dire c'est parce que la MUJFC marchait bien qu'on a voulu qu'à l'instar de la MUJFC, tous les résidents en Côte d'Ivoire puissent être soignés s'ils tombent malades. L'Assemblée générale, l'organe suprême de la MUJFC, se réunit en session ordinaire au moins une fois par an pour délibérer sur la gestion courante de la mutuelle. Un nouveau PCA au Conseil Café Cacao. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kwasi Kobena Dioumani, a procédé ce vendredi à l'installation officielle de Siaka Koulibaly dans ses nouvelles fonctions de président du conseil d'administration de cet organe de régulation. La cérémonie s'est déroulée cet après-midi à la Kesta au plateau. Jean-Jacques Kwame. Passation des charges entre le président du conseil d'administration PCA, du conseil du Café Cacao, rentrant Siaka Koulibaly, et du PCA sortant Lambert Kwasi Konan. Comme l'a souligné Lambert Kwasi Konan, et je cite, « Mon mandat s'achève en 2023 et j'ai demandé au chef de l'État de me permettre d'anticiper mon départ pour une retraite trop longtemps retardée. » Fin de citation. Arrivé en janvier 2012 pour piloter la réforme de la filière café-cacao, le PCA sortant a dressé ses 10 ans à la tête du Conseil. Il s'agit entre autres du recensement des producteurs et de leurs vergers pour une efficacité plus importante dans la gouvernance de la filière et la traçabilité des flux. Aujourd'hui, nous avons un outil précieux de gestion, la flexibilité du système de commercialisation selon les fluctuations des marchés internationaux. Le nouveau PCA du Conseil du Café Cacao a rendu un hommage à son prédécesseur pour le travail abattu, puis il a donné sa priorité. Certes, l'environnement a évolué, non seulement la concurrence avec les produits équivalents à ceux que nous produisons, mais aussi avec l'avènement du changement climatique qui nous amène à faire face à des défis nouveaux que sont les dispositions à prendre pour nous adapter et aussi pour faire en sorte que la transformation qui constitue une préoccupation majeure du chef de l'État
puisse être accélérée. Le président de la cérémonie, Kwasi Adjoumani, après avoir souligné les qualités du PCA sortant, a invité le nouveau PCA à poursuivre la restructuration du Conseil Café Cacao. Beaucoup reste à faire dans cette filière, notamment la mise en place de l'interprofession afin d'avoir un interlocuteur crédible qui parlera au nom de tous les acteurs et endiguer certaines actions néfastes à son développement. Pour la campagne principale 2021-2022, qui a débuté le 1er octobre dernier, le prix Bord-Champ du cacao a été fixé par l'État à 825 francs le kilogramme, tandis que le prix du café, 700 francs le kilogramme. Le dossier de ce soir nous conduit en France. Blanchard Diaby, transporteur, était parti représenter sa corporation lors d'une grande rencontre à Paris en 2004. La crise sociopolitique d'alors n'ayant pas permis à Blanchard de retourner au pays, il décide alors d'y rester. En 2011, l'homme se lance dans la sécurité et monte sa propre entreprise. Un parcours résumé ainsi en quelques lignes, mais réalisé évidemment avec beaucoup de difficultés. Blanchard emploie aujourd'hui de nombreuses personnes dans son entreprise en France. Mais comment est-il parvenu à le faire? De chauffeur de taxi à chef d'entreprise, l'histoire de Blanchard Diaby donne de l'espoir. Le dossier est vu ici de ce soir avec Sephora Zegui et Sam Conan. Bondy, commune française située dans la banlieue nord-est de Paris. C'est au 5e étage de cet immeuble que vit Blanchard, 46 ans, entrepreneur. Il est arrivé en France en 2004 à l'occasion d'un forum de transporteurs. Je devais venir pour représenter un peu les transporteurs à Lyon. Et on a fait les travaux, mais malheureusement ça a coïncidé avec la rechute des violences en Côte d'Ivoire. Et donc j'étais obligé de rester. Marié, père de 5 enfants, ce chef d'entreprise n'hésite pas à passer du temps avec sa famille avant de quitter son domicile. C'est avec fierté que sa fille aînée nous parle de son père. C'est le meilleur père et il m'inspire beaucoup parce que de là où il a commencé jusqu'à ce qu'il est actuellement, ça m'inspire beaucoup, ça me donne de la motivation et tout. Petit entretien avec sa femme et la journée de Blanchard peut commencer. Il est 9h, direction Île-de-France, Rosny-sous-Bois, ville située à l'est de Paris. Au 8e étage est installé Blanchard et son équipe. C'est en 2009 que notre chef d'entreprise monte sa société de sécurité avec 7 500 €, environ 3 millions de francs CFA. Ici, nous les immigrés, on intervient beaucoup dans 3 domaines, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire le gardiennage. On appelle ici la sécurité privée. Donc, il y a aussi le transport et le nettoyage. Donc moi, j'ai d'abord essayé le transport parce que en Côte d'Ivoire, mes parents, c'est dans le transport. Après, je suis revenu au gardiennage. Blanchard a rêvé cette société et l'a concrétisée avec Moussa, son ami d'enfance. Et puis même le pays, la Côte d'Ivoire, nous étions amis. Et puis j'ai vu que M. Diaby, c'est quelqu'un qui voulait forcément travailler à son propre compte. Depuis le pays, il nourrissait cette ambition-là. Donc quand on s'est retrouvé ici, j'ai vu que c'est quelqu'un aussi, qui était toujours, il me parlait chaque fois de ça, il faut qu'on se mette à son propre compte, puis et tout. Il nourrissait cette ambition. Venir à l'aventure sans aucun projet d'avenir et parvenir à s'implanter dans un pays étranger, Blanchard nous explique les tractations qu'il a eu à effectuer pour y arriver. J'étais le seul salarié, je travaillais pendant 6 mois. L'argent que j'ai réussi à mettre de côté, j'ai demandé à mon ami de venir avec moi. Lui aussi, il a commencé à travailler, donc ça faisait 2 postes. Lui a travaillé ici pendant 6 mois, moi ça faisait 1 an. On a mis encore cela de côté. On a pris une 3e personne maintenant. Et ça c'était pour ne pas avoir de dettes. Parce que ici, en tant que déjà immigré, c'est difficile. Et quand l'entreprise n'a pas de bilan, on ne peut pas aller vers la banque. Et quand on n'a pas une certaine ancienneté, on ne peut pas aller vers les banques. Il faut s'autofinancer. Pour arriver à ce stade, le père de famille a dû essuyer plusieurs échecs. Blanchard nous raconte son vécu. Est-ce que c'est facile d'entreprendre en France?
pour dire vrai, pour des Africains, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est même un parcours de combattant. Parce qu'au départ, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas de cadeau. Il faut être patient, il faut être rigoureux. Et puis, surtout le plus important, il faut avoir la foi. L'entreprise emploie aujourd'hui plus de 200 salariés de façon directe et 100 de façon indirecte pour un chiffre d'affaires qui oscille autour de 4,5 millions d'euros du fait de la COVID-19. Ce chiffre est estimé à environ 3 milliards de francs CFA. Malgré cela, Blanchard ne baisse pas les bras. Le chiffre d'affaires annuel des 3 dernières années, on sait qu'en 2019, nous étions autour de 6 millions d'euros. Mais avec la Covid-19, 2020, ça a vraiment chuté, quoi. Donc nous sommes autour de 3 millions 5, 4 millions 5, parce que, comme je vous ai dit, on a eu une baisse d'activité autour de 25%. Investir dans la sécurité a permis à notre entrepreneur de se relancer dans le secteur des transports, sa passion première. En septembre 2021, Blanchard inaugure en Côte d'Ivoire sa seconde société de transport, et cela grâce au concours d'investisseurs chinois. L'histoire de Blanchard Diaby, de chauffeur de taxi à chef d'entreprise en France, donne de l'espoir à plus d'un. Des chauffeurs de taxi à chef d'entreprise, l'histoire de Blanchard Diaby qui donne de l'espoir. C'était le dossier vide ici de ce soir avec Sephora Zegui et Sam Konon qui sont de retour de France. Bonjour Tour continue sa tournée dans les villes de l'intérieur du pays. Après le Sud Comoé, ce sont les grands ponts qui accueillent cette émission d'humour de la RTI. À Jacquesville, le spectacle s'est tenu près des vagues de la mer, dans une ambiance de rire et de joie. Une occasion pour le maire Joachim Beugry d'exhorter à la cohésion sociale. Kone Pagasoro de Madongui. C'est ici, à l'Élysée-Place de Jacquesville, situé au quartier Mwambé, que les humoristes de Bonjour, émission humoristique de la RTI, ont tenu en haleine le public de cette localité. Comme on appelle le pangolais, Oroné. Comme on appelle le palmier, Oro. Comme on appelle la mort, Oro. Comme on dit en abé, le pangolais est mort à haut du palmier. Oroné, Roré, Roro. Je voudrais donc, au nom du DG de la RTI, vous saluer et vous remercier pour votre présence. Cela montre l'attachement, l'amour que vous avez pour la RTI. Bonjour 2022 à Jacquesville, c'est extraordinaire. C'est un don du maire Beugry Joachim à la population de sa commune. Il a fait fort. Que Dieu vous garde. Le parrain, le maire Beugry Joachim, profitant de l'occasion, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux autorités administratives, à la chefferie, aux élus et cadres, mais aussi à la population de Jacquesville, avant de féliciter les humoristes pour la qualité de leurs prestations. Nous souhaitons qu'à travers Bonjour Jacquesville vive dans la gaieté, dans la paix, et que le long de l'année 2022, Jacquesville soit en joie. Pour que chacun puisse s'épanouir pour donner le meilleur de lui-même. Heureux, le public a souhaité le retour de Bonjour à Jacquesville l'année prochaine. Nous venons de Dabou, sous invitation du maire de Jacquesville. Vraiment, la fête a été belle. Et nous souhaitons que l'année prochaine, nous soyons toujours en bonne santé pour revivre ces instants que nous avons passés à Jacquesville. Tous ces humoristes, on les voit à la télévision, on ne les a jamais vus de près. Et pour la première fois, le maire nous fait un grand cadeau. Donc nous sommes tellement contents. Et on souhaite que ça revienne une autre année. C'est la première fois que nous accueillons cette émission Bonjour chez nous. Donc c'est une satisfaction pour tout le monde. Nous sommes vraiment heureux. Après les villes des régions du Sud Comoé et des Grands Ponts, Danané, situé dans la région du Tonkoui à l'ouest de la Côte d'Ivoire, va accueillir à son tour, le samedi 30 janvier prochain, équipe de production de Bonjour et humoristes. Djoula, là a fait des fossiles. On est parti faire mariage. On est arrivé à Nado. À l'arrêt du bus, il n'y a même pas un gars. Il n'y a même pas de chaise. Un coup, je vois homme. Déjà, c'est fossile de Awala.
Alors bonjour, un spectacle de la RTI qui permet ainsi aux populations sur toute l'étendue du territoire national d'entrer dans la nouvelle année dans la joie et la bonne humeur. Dans le reste de l'actualité, en pleine montée des tensions aux frontières de l'Ukraine, les présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus ce vendredi par téléphone. À l'issue de l'entretien, l'Élysée ne le cache pas, d'importants désaccords subsistent entre la France et la Russie au sujet de la crise ukrainienne, car Vladimir Poutine maintient sa version. D'après le président russe, les troubles actuels sont à imputer à l'OTAN qui s'est rapprochée ces dernières années des frontières de la Russie. L'entretien entre les deux dirigeants a néanmoins permis de s'entendre sur la nécessité d'une désescalade, rapporte l'Élysée. Et la CAN se poursuit au Cameroun, place dès demain au quart de finale. On va donc terminer ce journal en sport avec la CAN au Cameroun, les affiches des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre dès demain. Vainqueur des Comores, le Cameroun est face à la Gambie demain samedi à Douala. La Tunisie retrouvera le Burkina Faso. Le choc des quarts de finale opposera le Maroc à l'Égypte dimanche. Les retrouvailles Sénégal et Guinée équatoriale après la défaite des Lions de 1 lors de la CAN 2012. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne peut confectionner un tam-tam avec une peau de lièvre. Dieu le voulant, on se retrouve demain.